Bonjour à tous, nous avons reçu Marc Santoni en masterclass sur la profession d'avocat d'affaires. Marc Santoni est avocat d'affaires, il a créé son propre cabinet et il est venu nous donner tous les conseils pour accéder à cette profession d'avocat d'affaires. Bon visionnage à tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je suis devenu avocat d'affaires, entre guillemets, par un concours de circonstances, hasard total, puisque j'ai fait des études de droit public, des études de sciences économiques. Ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable. J'ai pratiquement monté une boîte de pub. Et puis, après, j'ai fait un MBA dans une école de commerce. Je suis rentré dans un cabinet d'avocats qui faisait à l'époque de la restructuration d'entreprise. C'était un peu le leader de la question. Et nous avions fait un pari lorsque nous étions à l'école de commerce avec 3 copains juristes de passer le CAPA. Donc on a passé le CAPA, j'ai eu le CAPA et donc je suis devenu avocat. Donc mon parcours, c'est vraiment la totale antithèse de tout ce qu'on vous a raconté sur ce qu'il faut faire pour devenir avocat d'affaires. Mais c'est assez sain, parce que ça veut dire que finalement il n'y a pas de parcours standardisé, et que malgré tout ce que je vais vous dire pour essayer de mettre le plus d'atouts de votre côté, vous pouvez faire comme moi du slalom géant et faire plein d'autres choses et y arriver par d'autres voies. Voilà un peu le parcours. Alors, je pense que le principal fil conducteur, c'était surtout, dans mon cas, l'intérêt pour l'entreprise. Donc beaucoup de gens vont du droit vers l'entreprise. Moi, j'ai plutôt fait le parcours inverse, c'est-à-dire je suis allé de l'entreprise vers le droit. Ça explique un peu ma spécialité, puisqu'on y reviendra après, mais le monde de la restructuration, mon expression favorite, c'est de dire on n'a pas le temps de faire du droit. C'est-à-dire la décision de la Cour de casse, on s'en fout, il faut savoir si la boîte elle est encore vivante après-demain matin ou pas. Donc le droit a une très faible place dans notre métier. C'est ce qui m'a attiré et c'est ce qui fait que parmi le panorama des avocats d'affaires, je me sois orienté et spécialisé dans le monde de la restructuration. Voilà en gros les choix. Il faut aussi dire qu'à l'époque où j'ai eu le bonheur de m'installer, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui en termes de marché. En 1986, on devait être sur la place de Paris 10 avocats à savoir lire un bilan. Donc ça aide quand vous parlez au monde de l'entreprise et à tous les partenaires de l'entreprise, que ce soit des experts comptables, des commissaires aux comptes, des fournisseurs, des clients, et que vous leur parlez déjà avec un langage d'entreprise et qu'ils comprennent ce que vous dites, parce que c'est quand même un des travers de notre profession, c'est que le client comprenne quelque chose à ce qu'on lui raconte, vous avez beaucoup plus de succès que si vous êtes un avocat traditionnel. Je ne sais pas si vous avez un jour rendu visite à un notaire. Moi, j'ai acheté quelques biens immobiliers, j'ai travaillé avec des transactions immobilières, je ne comprends strictement rien à ce que raconte un notaire. C'est un peu comme on lit un arrêt de la Cour de cassation, avant de comprendre le sens, il faut le lire 7 fois. Bon. Dans nos métiers, la relation avec le client, avec ses partenaires, c'est une relation instantanée, et on va directement au point, et le point est rarement juridique. Le juridique, on l'utilise pour faire des choses, construire des relations, mais il est vraiment accessoire. Donc c'est ce qui m'a, moi, attiré dans ce métier, et je dirais qu'aujourd'hui, dans mon activité, l'activité de mes équipes, le juridique au sens pur ne représente même pas 20% de leur activité. Voilà, donc vous aurez compris que mon propos sur le métier d'avocat d'affaires, je pense que je zoomerai à 80% sur le terme affaires et à 20% sur le métier d'avocat. Voilà en quelques mots le fil conducteur.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter la création de votre cabinet et comment ça s'est passé jusqu'aujourd'hui? Ah oui, mais alors là, si on parle que de moi, c'est pas drôle. Bon, alors moi, on va vous raconter les petites histoires, c'était très drôle. Donc moi, je suis au MBA d'HEC, j'ai la chance de suivre quelques séminaires de Jean-Louis Borloo, qui à l'époque avait un cabinet qui faisait beaucoup de restructuration. C'était les dossiers tapis, c'était les époques des années 80. Bon. Et puis à la sortie, on est 4 copains qui se disent tiens, c'est marrant, on va faire notre stage de fin d'études chez lui. Donc on fait notre stage de fin d'études chez lui. Et puis la matière était amusante parce que nous étions dans un cabinet d'avocats sans être avocats et nous faisions les plans de restructuration des clients dont nous déposions le bilan. C'est-à-dire qu'on allait avec nos calculettes, on reformatait les comptes d'exploitation, on préparait les plans de licenciement quand c'était le cas, on préparait les plans de trésorerie, on soumettait ça au tribunal et donc on était vécu par la profession comme des sortes de martiens en se disant mais c'est qui ces fous furieux qui vont faire les plans de restructuration dans les entreprises. Bon. Donc on a fait ça pendant quelques années et à cette occasion, chaque fois qu'on allait en chambre du conseil, notamment pour des dépôts de bilan, des reprises d'entreprise, on était chaque fois obligé de prendre un avocat du cabinet avec nous pour avoir, comme on disait, une robe. Bon. Et puis bon, moi à l'époque, comme j'avais fait une maîtrise de droit, je me suis dit c'est un peu idiot chaque fois d'emmener un avocat, donc passons le CAPA, honorons le pari fait lors de nos études, et donc j'ai passé le CAPA. Ça a été très difficile parce que c'était à peu près 7 ans après mes études de droit. Donc déjà, j'avais fait beaucoup de droit public et très peu de droit privé. Donc le CAPA, c'est plutôt orienté privé. Et j'ai eu des juges d'instruction qui, en réponse, au vu de mes réponses, me disaient souvent « Mais vous avez fait vos études quand ?» Parce qu'il y a juste eu 4 réformes depuis ce que vous me racontez. Bon. Donc, mais bon, on est passé quand même, on y est allé à la tchatch et voilà. Et donc, on a fait quelques années dans ce cabinet où on s'est bien amusé. Bon, il est devenu un peu trop gros à mon goût, donc je suis parti m'installer tout seul avec un tiers d'une secrétaire à l'époque et un de mes copains qui avait fait le même parcours que moi, les mêmes études, et avec qui j'avais travaillé chez Borloo. Donc, on a installé un cabinet. Nous étions stagiaires. On a été, je me rappelle à l'époque, convoqués par le bâtonnier qui nous a dit « Mais vous ne pouvez pas vous installer, vous êtes stagiaire ». Et on l'a regardé, on a dit « Ah bon, pourquoi ?» Et le temps qu'il nous réponde, on a réussi à s'inscrire au grand tableau, mais on était effectivement les 2 avocats qui s'installaient en première année après avoir passé leur CAPA de l'époque. Bon. Inutile de vous dire qu'on n'est pas allé souvent au cours de l'école de formation du barreau, ça s'appelle toujours comme ça, je crois. Mais bon, on s'est rattrapé parce que depuis, on a donné des cours là-bas et ça fait une moyenne. Voilà. Donc, on a monté le cabinet à cette époque. Comme je vous le racontais, c'était assez facile. La progression était exponentielle parce qu'on était très différenciés par rapport à nos confrères. Et nos prescripteurs, parce que c'est un métier de prescription, le restructuring, c'était essentiellement les commissaires aux comptes, les experts comptables, très rapidement les juges, parce que les juges ont aussi vu qu'on avait une vision, un traitement des dossiers qui était très différent de nos confrères, et donc quand un de leurs, je dirais, débiteurs dans des régions sensibles s'apprêtait à déposer le bilan, il était fréquent qu'il nous appelle pour qu'on l'assiste. Les dossiers d'ailleurs les plus intéressant en termes de retour, ça a été j'ai traité dans ma vie professionnelle 3 juges commissaires qui ont déposé le bilan devant leur propre tribunal. Et les 3 après m'ont dit, une fois qu'on a connu ce que c'est que de vivre un dépôt de bilan, on juge en matière de procédure collective de manière totalement différente. Voilà, donc ça a été très vite par la suite. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui est une des équipes françaises spécialisées en la matière et j'ai la chance, tout en étant un avocat village gaulois, en restant dans ma société avec mes propres équipes, d'être partenaire d'un très gros cabinet anglo-saxon avec lequel je peux travailler sur des restructurations transnationales.
C'est un cabinet qui a des bureaux un peu partout dans le monde. Donc c'est intéressant parce que quand j'ai un dépôt de bilan ou dans le groupe, il y a une filiale à New York, une filiale en Espagne, on utilise leurs bureaux. Et comme nous sommes pur restructuring, je n'ai pas d'équipe fiscale, je n'ai pas d'équipe concurrence. Quand on a un besoin, et on y reviendra, d'une matière connexe, on va piocher chez eux la compétence. C'est une exception sur le marché français, de ce type d'accord est quasiment inexistant. Les grosses firmes préfèrent en général avoir des gens à l'intérieur de leur cabinet. Donc voilà comment s'est montée cette entreprise. Elle est aujourd'hui constituée d'une dizaine d'avocats qui ne s'occupent que de sujets de restructuring. Et je dois vous dire que depuis quelques années, on n'est pas au chômage. Alors ça, c'est une immense question. D'abord, avant de répondre à ça, il faut quand même faire un petit panorama de ce qu'est l'avocat d'affaires aujourd'hui. Parce que dans le monde de la consommation du droit, et notamment en matière d'affaires, il y a, je dirais, beaucoup de segmentation à faire, et donc il y a beaucoup de profils différents. Je pense que la première segmentation à faire, c'est la matière. Donc vous avez compris que moi j'étais dans le restructuring, c'est une toute petite matière du monde des affaires. L'essentiel du droit des affaires aujourd'hui en termes de chiffres, c'est ce qu'on appelle l'activité corporate. Je vais être un peu méchant, moi j'appelle ça l'activité papier. C'est-à-dire les procès-verbaux, les actes de fusion, les apports partiels, toute la documentation du droit des sociétés, et donc une grosse activité de production de la vie juridique de l'entreprise. Ça, c'est une activité qui s'apparente plus à ce qu'on appelait avant, que vous n'avez pas connu, l'activité des conseils juridiques. Bon. C'est une activité que, pour ma part, je ne pourrais pas exercer parce que je la trouve monotone, mais bon, il y a des gens que ça peut intéresser. Il y a une activité qui est voisine, qui est l'activité de M&A, ce qu'on appelle les fusions, les acquisitions, où il y a quand même un peu plus là de négociation, puisqu'il s'agit de mettre d'accord les parties autour d'un rapprochement, d'une séparation ou que sais-je. Et puis il y a des niches beaucoup plus centrées, je ne parle pas de la fiscalité, parce que est-ce que c'est une branche des droits des affaires, peu importe, mais je l'exclus. Après, vous avez l'activité propriété intellectuelle qui est très importante aujourd'hui. Vous avez l'activité concurrence qui se développe de plus en plus. Et ce sont des métiers qui nécessitent des qualités très différentes. En ce qui concerne l'autre segmentation à faire, c'est la taille du client. Parce qu'aujourd'hui, vous ne demandez pas la même chose à un collaborateur qui va travailler avec des PME et à un collaborateur qui va travailler dans le dossier d'Orange et de Bouygues des 15 derniers jours. Donc là, il y a aussi une segmentation très différente entre les gens qui sont en contact avec des dirigeants de PME et des gens qui sont, j'allais dire, en contact, mais en fait, ils ne le sont pas vraiment, je dirais qu'ils travaillent avec des grandes sociétés. Pourquoi ? Parce que dans ce dernier cas, dans l'activité PME, il faut être beaucoup plus généraliste que dans l'activité grande société. Dans l'activité grande société, vous allez traiter de l'émission d'obligations convertibles à échappement à gauche, et vous allez passer des heures et des heures sur la négociation du contrat d'émission. Dans l'activité PME, vous allez plutôt devoir avoir une palette large, en sachant comment négocier une garantie de passif, comment négocier une clause de non-concurrence, comment faire un complément de prix, et donc vous allez avoir besoin d'une vision beaucoup plus généraliste du droit des affaires. Donc les profils ne sont pas les mêmes. Le
le monde, en plus de la consommation de droits, va terriblement évoluer au cours des années qui sont devant vous, des prochaines années, par l'arrivée du numérique. Le numérique, pour moi, va totalement modifier non seulement le volume de chiffre d'affaires des avocats d'affaires, mais je dirais, sa répartition. Parce qu'il faut être conscient que, pour ma part, j'estime qu'on va pouvoir, grâce au numérique, offrir des prestations assez standardisées à des clients et que ça va provoquer une baisse énorme du chiffre d'affaires de certaines activités, notamment de ce que j'appelle papier. Donc nous allons vendre beaucoup plus de valeur ajoutée, mais beaucoup moins de prestations. Donc cette activité va à la fois connaître un renouveau fantastique, mais à mon sens, elle va faire appel à des gens d'abord orientés vers le numérique, et il va falloir traiter la relation de la petite valeur ajoutée quand le client sur le numérique aura le modèle standard B43 de son problème et qu'il va peut-être falloir un petit peu adapter. La plateforme va probablement l'orienter vers un avocat, et là commande un nouveau monde dans lequel aujourd'hui tout le monde est complètement béotien, y compris nos ordres et tout, mais il faut que vous vous mettiez à réfléchir à ce sujet qui va vous occuper très très vite. Alors, dans ma spécialité, je peux vous dire qu'il y a quand même un truc un peu traps. La restructuration, c'est pas un machin qu'on met en ligne, hein, c'est toujours très compliqué. Je peux vous dire qu'il y a déjà des cabinets qui ont proposé le forfait du dépôt de bilan standardisé. Le client a des cadres, il les remplit, il arrive 5 secondes avant la chambre du conseil, il y a un avocat qui est là, qui lui fait son audience. Bon. C'est à la fois du low cost, à la fois pour le client une sorte de guide de la pratique, mais vous imaginez tout de suite les dangers de tel système. C'est-à-dire que vous pouvez passer évidemment à côté du vrai sujet de l'entreprise, et donc il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup au traitement des clients à travers le numérique. Mais ça va arriver, je n'ai pas envie de vous dire dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on vous enseigne des principes là-dessus, mais vous avez déjà des plateformes qui se créent, avec ou sans avocat, ce qui pose parfois des problèmes, et vous allez devoir affronter ça. C'est à la fois dangereux et intéressant. C'est dangereux parce que, encore une fois, on est censé vendre de la valeur ajoutée, et là, au démarrage, il y a très peu de valeur ajoutée. Il y a de la standardisation sans valeur ajoutée. En revanche, c'est passionnant parce que c'est un nouveau produit, et que, comme tout nouveau produit, il va falloir s'en emparer. On ne sait pas très bien aujourd'hui si une réglementation va intervenir en la matière, mais c'est franchement, moi, si j'étais parmi vous aujourd'hui, je passerais un tiers de mon temps sur ce sujet, parce que c'est le sujet de demain. Bon. Alors, dernier point, et j'ai toujours pas répondu à votre question, mais je finirai par y répondre, mais il faut comprendre cette segmentation. Le dernier point du marché qu'il faut que vous ayez en tête, mais ça reste mon avis, c'est que je pense qu'en France, on va connaître dans le monde du droit des affaires une guerre de tarifs assez proche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché français a bénéficié de l'arrivée de tous les anglo-saxons qui nous a permis de nous aligner un peu sur leurs tarifs. Donc aujourd'hui, beaucoup de cabinets travaillent sur des bases horaires, sur des forfaits que nous avons un peu importés du monde anglo-saxon. Malheureusement, le monde anglo-saxon a créé d'énormes firmes en France, et aujourd'hui, l'offre d'avocats m'apparaît bien supérieure à la demande. Alors,
Pourquoi? D'abord parce que le marché français consomme beaucoup moins d'avocats que le marché anglais ou allemand. C'est une réalité, mais c'est comme ça. Ensuite, parce que aujourd'hui, des firmes sont capables de monter des services sans clients et sans dossier. Elles sont capables de les attendre, mais pour avoir le service. Donc forcément, ce type de firme ne verra pas sa stratégie forcément dictée par le prix, mais par la mise en œuvre du service. Donc beaucoup de firmes vont attaquer le marché du droit des affaires par les prix. Je vous donne un exemple dans mon secteur qu'on a connu. Notre secteur est un milieu hyper préservé. Au niveau tarif, nous, un cabinet comme nous, on a la chance de choisir nos dossiers et nos clients. Donc, le type qui ne nous va pas, on le met dehors. Bon. Parce que nous sommes, sur le marché français, nous sommes, allez, j'ai envie de dire, 10 intervenants majeurs et une 50 d'intervenants qui ont une certaine place sur le marché de Paris. Est arrivé le ralentissement économique de ces dernières années, je vous parle de l'époque 2008-2015, où toute l'activité de financement LBO et fusion a connu une chute drastique en France. Quand je dis drastique, c'était drastique. À quoi avons-nous assisté? C'est que dans notre activité, une des composantes de l'activité, c'est la restructuration de dettes, notamment dans les schémas LBO. C'est-à-dire qu'il y a une boîte qui s'est endettée de 2 fois son chiffre d'affaires pour être achetée et que, avec les événements mondiaux et sectoriels, elle n'arrive plus à rembourser sa dette. Donc il faut la restructurer. Donc on réunit tous les gens et puis on lui dit, bon voilà, toi t'as paumé tant, toi t'as fait ci, on refait ci. Bon. Les discussions n'ont plus finir. Et ça c'est un marché qui a été énorme, parce qu'on a pratiquement traité 80% des LBO en France. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme tous nos amis avocats qui montaient des dettes à longueur de journée n'ont plus rien eu à foutre parce que ce créneau s'est appauvri, dans tous ces cabinets, on a chargé ces avocats qui faisaient de la dette de venir faire la restructuration de dette, même s'ils connaissaient strictement rien. Bon. Mais on leur a dit, toi, tu vas faire le restructuring. Donc, une grosse partie de ces gens sont venus sur notre marché, mais je vous le dis, du jour au lendemain. C'est-à-dire, nous, on a vu apparaître à des rendez-vous au comité interministériel de restructuration dans les tribunaux d'avocats qui ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Mais ils sont venus, et ils sont venus en masse. Et il se trouve que là, leur activité, depuis quelques mois, est repartie. Et comme je dis, ils sont rentrés à la maison. Heureusement pour nous, on est ravis. Mais ça vous démontre que sur ces marchés-là, le déplacement et l'évolution de la masse à traiter peut avoir des conséquences sur l'activité que vous exercez. Aujourd'hui, l'activité restructuring va se calmer pendant quelques mois pour repartir dans environ 2 ans. Et nous observons déjà que beaucoup de cabinets ont mis des collaborateurs restructuring, les ont déplacés vers du corporate ou vers de la fusion-acquisition, parce qu'ils n'ont plus de dossier. Donc, vous voyez que le marché n'est pas un marché qui est figé et récurrent, c'est un marché qui évolue tous les matins. Maintenant, je réponds à votre question. Alors, chez moi, le candidat idéal, ou la candidate idéale, parce que, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, chez moi, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Bon. Alors, nous, on est un peu particulier parce que, comme je vous ai dit, dans tous ces segments que je vous ai identifiés, il y a des profils spécifiques. Hein. Bon. Nous, on est un peu dans un segment particulier parce que, à la fois, on traite des moyennes entreprises, mais à la fois, avec notre alliance avec ce cabinet dont je vous parlais, on traite les plus gros dossiers du monde. C'est-à-dire, on fait des restructurations où il y a des boîtes partout dans le monde. Donc, nous, on a des gens de profils assez différents. Mon profil idéal,
qu'il est toujours très difficile d'atteindre pour un cabinet. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas Peugeot Citroën. On ne réfléchit pas à qui on va recruter dans 3 ans ou dans 4 ans. Quand on recrute quelqu'un, c'est rarement parce qu'on se dit le marché va doubler demain matin, parce que ça n'existe pas, mais c'est soit parce que une de nos collaboratrices arrive en disant « je vous préviens, je suis enceinte, dans 3 mois je m'arrête », premier cas. Deuxième cas, chez nous, c'est une femme qui suit son mari à l'étranger. Troisième cas, il y a des gens qui partent, c'est assez rare chez nous, mais ça peut exister dans d'autres cabinets, où il y a des gens que nous estimons avoir atteint leur seuil de compétence et de carrière chez nous. Parce qu'après, il y a des gens à qui on est obligé de dire « vous êtes très bon dans ce que vous faites, mais on ne voit pas, vous êtes au top de ce que vous pourrez faire chez nous ». Il faut avoir la franchise de le dire, parce que c'est un vrai sujet. Donc quand on se met à recruter, il y a en général une urgence. On n'a pas 6 mois pour le faire. Donc il est assez rare qu'on arrive à cocher, je dirais, toutes les cases. Bon, on essaye. La plupart du temps, c'est assez facile parce que comme on est peu nombreux et que les gens aiment bien les cabinets comme les nôtres, parce qu'on n'est pas des foudres de boulot non plus, on a un vivier de mails historiques où on a tous les gens de la place qui recherchent. C'est assez simple à trouver. Alors moi, le candidat idéal, ou la candidate idéale, c'est 3 ans d'expérience. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans un cabinet comme le nôtre, on n'a pas le temps d'apprendre. Ça va très 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 vite. Donc c'est des journées très lourdes et en permanence dans l'urgence et dans le stress. C'est-à-dire nous gérons de l'urgence en permanence. Vendredi, je suis parti sur un dossier en province, je n'avais pas prévu d'y aller. Lundi, j'étais à Marseille dans le dossier de la SNCM, je n'avais pas prévu d'y aller. Donc, on a un agenda, mon agenda est vide. Il est tout le temps vide. Je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Alors, ok, il y a 2-3 audiences, il y a des machins, mais notre métier n'est que de répondre à de l'urgence. Donc, nous n'avons pas le temps d'apprendre grand-chose à des collaborateurs parce que nous sommes d'abord rarement là et qu'il faut délivrer. Alors après, je vous dis aussi les secrets, c'est que moi, un première année me coûte X, un troisième année me coûte Y. Entre ce que je peux tirer d'un troisième année et d'un première année, il n'y a pas photo. Je préfère payer la différence tous les matins que d'avoir un première année. Alors vous allez me dire, c'est un peu con, comment on fait pour devenir troisième année si personne ne prend les premières années? Je vous réponds, non, chez nous on fait comme ça, mais il y a beaucoup de cabinets qui prennent des premières années, des deuxième années, des troisième années. Bon. Moi je suis ravi, parce qu'une fois qu'ils ont 3 ans, je leur pique. Je leur dis, c'est bien, vous me les avez formés, je vous les prends. Bon. Mais en ce qui nous concerne, je dis prendre la première année, c'est pas tellement lui rendre service, parce que je ne vais pas avoir beaucoup le temps, ni les gens qui sont chez nous, de le former. Bon. Alors bien sûr, il y a des exceptions. La dernière personne que j'ai recrutée, elle était en troisième année et pas en quatrième année. Il y a des exceptions. La deuxième chose, et puis alors celle-là, il n'y a même pas à réfléchir, il faut être courant en anglais. Si vous n'êtes pas courant en anglais, vous arrêtez le droit des affaires et vous allez faire, je ne sais pas quoi, du prud'homme ou ce que vous voulez, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire du droit des affaires, et je vous en parle d'autant plus que moi je suis allemand première langue. Hein. Bon. Donc, il faut parler. Et donc, si vous n'êtes pas au niveau en anglais, vous prenez votre petite valoche, vous allez à Londres, vous faites un, je sais pas quoi, LLM, un PY, ce que vous voulez, ou à New York, et vous revenez, vous parlez anglais. Sinon, c'est même pas la peine, on ne lit même pas un CV où l'anglais n'est pas courant. Donc, c'est... Voilà. Et puis c'est même pas la peine de venir, vous allez vous faire fusiller si au premier rendez-vous vous ne parlez pas anglais et que vous n'êtes pas capable de comprendre un contrat en anglais ou d'écrire en anglais. Donc ça c'est évident. Je dis c'est évident, mais je peux vous dire que moi je ne comprends pas qu'on puisse arriver à vos stades, je ne sais pas, vous avez fait entre 4 ou 6 ans d'études ou plus, je ne comprends pas que dans ce pays on puisse encore arriver à ce niveau d'études supérieures sans parler couramment anglais. Mais je peux vous dire, quand on voit
Les avocats qui arrivent sur le marché, on est sidérés. Alors bien sûr, ça c'est moi, si je retourne dans le segment du cabinet qui est en province, qui travaille pour des PME locales, si vous n'êtes pas fluent en anglais, vous arriverez quand même à travailler. Mais j'ai un peu l'impression que vous êtes plutôt dans le quartier. Okay, la troisième demande, alors là elle est plus dure, c'est que moi je veux des gens qui aient fait une école de commerce, ou assimilés, Sciences Po, bidule, ou... à tel point que je préfère un candidat avocat qui a un DEA de comptabilité qu'un doctorat en droit. Doctorat en droit, moi je n'ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Mais le type qui sait, ou la femme qui est capable de lire un document financier, de vérifier un plan de trésorerie, d'avoir une discussion. Quand dans les négociations de garantie de passif, je vois des avocats qui parlent de congés payés, qui ne savent pas où trouver les congés payés dans un bilan, dans un compte d'exploitation, qui ne savent pas lire un plan de trésorerie, qui ne savent pas comment on paye la TVA, comment on décale la TVA. Quand on fait de la restructuration, on passe son temps à décaler des dettes, à mettre un truc, à jouer avec tous les curseurs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec tous les documents de l'entreprise, il ne faut pas faire de droit des affaires. Ce n'est pas la peine, vous allez vous prendre la tête, il faut absolument avoir une maîtrise. Alors c'est dommage, parce que l'enseignement dans notre pays, et je me suis pas mal battu là-dessus, parce que moi quand j'ai fait du droit, j'avais pris compta. C'était à Assas, je suis allé dans le premier cours de compta, je suis ressorti, je suis remonté au premier étage, j'ai dit je voudrais changer, j'ai pris photo, d'accord? Parce que la compta en amphi, c'était juste... Entre-temps, je suis devenu expert comptable. Enfin, j'ai le diplôme d'expert comptable. Pour vous dire que la compta, bon, simplement, quand on m'a appris la compta à HEC, il y a un prof qui est arrivé, on a ouvert une crêperie. On a passé toutes les écritures. J'ai compris ce qu'était la compta. Figurez-vous que j'ai passé une maîtrise de droit fiscal sans avoir fait de compta. C'est génial. On faisait de la réintégration dans les bilans sans savoir ce qu'était un bilan. Pour vous dire, la fac, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas beaucoup évolué. Il y a quelques cours, je crois, m'a-t-on dit, mais le niveau, c'est compta, analyse financière. Il y a une boîte spécialisée, mais qui est privée, qui est HEAD, qui a des enseignements de finance qui sont excellents. Bon. Mais pour faire du droit des affaires, pour comprendre de quoi on parle, il faut un minimum de culture financière, donc déjà compta, analyse financière, et ensuite, ça c'est le minimum. Si ensuite vous avez une bonne école de commerce, vous avez l'entreprise, vous savez un peu comment elle vend ses produits, comment... Bon. Déjà, quand vous allez discuter avec les clients, c'est pas la même chose, parce que vous leur parlez de ce qu'ils font, vous avez une excellente culture de l'entreprise, et ça change la vie. Alors, la difficulté dans notre pays, c'est que le type... sauf moi qui ai fait du slalom spécial, mais le candidat qui s'est tapé les études de droit, puis qui doit se retaper une école de commerce, et repasser le CAPA, et refaire le stage et tout, on a l'impression qu'il arrive à 40 ans sur le marché de l'emploi. Hein. Bon. Alors, ça, c'est un peu à vous de vous démerder. Moi, je pense qu'il y a des programmes très courts. J'ai vu qu'il y a des masters... Moi, j'ai vu des candidats qui avaient fait des machins, il y a des trucs à HEC, à l'ESSEC, à Subdeco Bastia, je ne sais pas où, mais il y a des tas de programmes qui traînent. On n'a pas besoin que vous ayez fait HEC. Moi, j'utilise même pas 15% de ce qu'on m'a appris. En revanche, c'est un autre domaine, on y rencontre des gens, il n'y a pas que l'école, hein, il y a tout ce que ça représente. Mais ayez la curiosité de l'entreprise n'importe où. Moi, je vous dis, je préfère... quelqu'un qui a fait Subdeco Bastia qui n'existe pas, qu'un doctorat en droit dans ma spécialité. Voilà. Et il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, c'est dans l'analyse des curriculum vitae, c'est un critère de sélection énorme. Hein. C'est-à-dire que si vous avez fait une école de commerce dans un CV, vous êtes en haut de la pile. Donc si vous n'avez pas fait, vous risquez de faire des cafés. Hein. Donc l'école de commerce, franchement, c'était un bon investissement. Mais encore une fois, hein, c'est pas la peine de faire le super truc, le super marché. En plus, je devrais vous dire, quand vous faites une très grande école de commerce, il y a de très grandes chances qu'à la sortie, vous ne fassiez pas le métier d'avocat. Pour deux raisons. La première, c'est que les grandes écoles de commerce vous ouvrent des perspectives
parfois qui vous déroutent de la profession d'avocat. Parce que vous dites, en étudiant les différentes fonctions de l'entreprise, moi je connais beaucoup d'avocats qui sont devenus directeurs financiers ou qui ont fait de la ressource humaine ou qui sont partis carrément en direction générale et qui ont abandonné leur souhait de devenir avocat. Parce que ça vous ouvre l'esprit, vous vous mettez en contact avec le monde de l'entreprise, vous faites des stages. Et le deuxième élément, c'est que quand vous venez au métier d'avocat après ces études, vous êtes beaucoup moins payé que dans les autres secteurs. Alors, je vais encore, comme vous aimez bien qu'on parle de soi, je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis rentré chez Borloo, où je le connaissais bien. J'avais 3 copains qui étaient déjà là-bas, et j'ai dit, je prends rien. Je vais juste voir un peu si ça m'amuse. J'ai travaillé 3 mois pour rien. Bon. Quand je suis parti de chez lui 2 ans après, j'avais la plus grosse rétrocession de Paris. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le cabinet voit ce que vous faites, ce que vous pouvez facturer, ce que vous... Donc, mais quand vous rentrez en tant qu'avocat avec une école de commerce, les gens ne vous donnent pas les mêmes rémunérations que si vous êtes dans les autres secteurs. Donc c'est un très gros effort. Mon exemple veut simplement vous démontrer que vous rattrapez beaucoup plus vite les autres copains dans les autres secteurs. Parce que la rémunération de l'avocat progresse beaucoup plus vite que celle des cadres dans une entreprise. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas la peine d'aller chercher les grandes écoles, d'abord parce qu'il y a de plus en plus de monde à l'entrée, mais en revanche, je vous dis, il y a des formations de plus en plus spécialisées et courtes. En 1 an, ça suffit, hein. Pas la peine d'aller faire 3 ans d'études. Il y a des formations d'1 an, des masters ceci, des trucs cela, il y en a plein. Et franchement, c'est un grand plus, non seulement pour être recruté, mais surtout dans votre vie quotidienne. Hein. Voilà. Alors attention, hein, parce que votre question est excellente, et puis je fais partie du jury d'un de ces masters. Moi, je ne vous parle pas de faire un master de droit dans une école de commerce. Je vous parle de faire des études de commerce dans une école de commerce, c'est-à-dire de faire de la compta, de la finance, du marketing, des ressources humaines, de la politique générale, de la négociation. Il y a des trucs fantastiques en fac. Combien d'entre vous ont passé d'heures à faire de la négociation sous caméra? Et combien d'heures? Je peux vous dire, le cours le plus important pour faire de la négociation, c'est de mettre 2 personnes en face, avec 2 sujets. Toi, tu es le syndicaliste, toi, tu es le patron. On va négocier les 35 heures. 2 caméras, les postures, les gestes. C'est beaucoup plus important que l'arrêt de la Cour de cassation de 1938, je vous le dis. Et bien, ce n'est pas enseigné en fac. Il faut donc faire une vraie école de commerce, où ça, c'est beaucoup plus enseigné, où vous avez des cours. Nous, on simulait les grèves, on simulait tout. Après, vous revoyez la caméra, alors ça, c'est catastrophique. Les mouvements du corps, pourquoi vous parlez, la gestuelle, c'est vachement important, tout ça. Dans notre métier, je vous dis, c'est fondamental. Vous êtes en négociation avec des gens, la conduite de réunion. C'est-à-dire, quand je vois à Bercy tous les rendez-vous qu'on fait, où il y a des jeunes polytechniciens qui sont à Bercy, ils ne savent pas conduire une réunion. Tout le monde parle en même temps, c'est n'importe quoi. À un moment donné, il faut les arrêter, il faut recadrer. Conduite de réunion, c'est à mon avis un enseignement qui est fondamental dans notre métier. On est tout le temps en réunion. Et alors on perd un temps fou, parce que les gens partent n'importe où, n'importe quand. Donc, quand je vous dis faites un master, c'est pas un master de droit machin à HEC, c'est le truc d'HEC un enseignement commercial. Alors commercial, c'est un terme que j'aime pas tellement parce que ça fait commerce, mais c'est la vie de l'entreprise. Et il y en a plein. Alors le MBA, après des études de droit, c'est la Rolls, mais bon, en général, pour rentrer dans un MBA, il faut un peu avoir bossé avant. Mais il y a d'autres formations de 3e cycle, alors il y en a plein. Moi j'ai un fiston qui a fait 5 années de droit, puis en 5e année il a fait donc l'HEAD où il y a un peu de finance, puis j'ai vu qu'il était plutôt pas mauvais, je lui ai dit non mais arrête le droit, va faire une école de commerce, puis après on verra. Donc là il est dans un fonds d'investissement, il dit ah ouais c'est plus marrant. Bon. Donc
moi, je vous encourage, d'abord, ça ouvre l'esprit, ça vous fait rencontrer des gens. Bon, c'est sympa, les gens qui font du droit, mais bon, il y a autre chose dans la vie. Et donc, franchement, là-dessus, je vous encourage à vous ouvrir là-dessus. Dans 5 ans, j'aurais peut-être changé d'avis si à la fac, il y a un enseignement spécifique. Moi, les cours, par exemple, que je fais à l'EFB sur la reprise d'entreprise en difficulté, quand j'arrive, on ne fait pas, il n'y a pas 2 mots de droit. C'est, voilà, alors, première mesure, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir le comité d'entreprise. Ah bon, on va voir le comité d'entreprise. Donc, notre sujet, c'est d'arriver à aider le chef d'entreprise, mais il faut parfaitement comprendre comment ça marche une boîte. Si à un moment donné, moi, déjà au niveau, je peux vous dire, au niveau finance compta, il n'y a pas un seul dossier que j'ai présenté à un tribunal où j'ai pas fait modifier le calcul du besoin en fonds de roulement par le client. Et que ce soit des multinationales ou des PME. Ils étaient tous gourés. Parce que dans la technique de rachat, selon la technique, vous avez un besoin en fonds de roulement qui est complètement différent. Et puis c'est important parce que si vous vous plantez dans le besoin de fonds de roulement, vous sautez 3 mois après la reprise. Bon, donc là-dessus, et alors chaque fois, je peux vous dire, quand un client vous dit non, là, le calcul que vous avez sur le besoin en fonds de roulement, c'est pas 22 millions qu'il faut, c'est 37. Ah bon, pourquoi? Vous dites pourquoi? Alors le mec, il se retourne vers son DAF, et le DAF, il dit ah oui, il a raison. Bon. Mais alors là, le client, après, il vous prend pour un martien, mais vous devez avoir cette connaissance. Parce que la valeur ajoutée, elle est là. Des gens, pour faire des offres, recopier une offre, une matrice, il y en a plein les placards. Le sujet de l'avocat d'affaires, c'est de comprendre ce que dit le client, de vérifier ce qu'il fait, de l'accompagner. Et pour ça, pour moi, c'est majeur. Alors, le jour où il y aura ça en fax, il n'y aura pas besoin de faire l'école de commerce. À ma connaissance, et d'après ce que j'ai vu, ce qu'a fait mon fiston dans les facs françaises, là, bon, c'était très succinct et très insuffisant. On a d'ailleurs proposé, nous, de le faire et de le monter, mais bon, les professeurs et les dirigeants de l'université sont un peu bornés dans ce pays. Et je crois que si je vous interroge et que je vous dis qui est-ce qui a fait plus de 20 heures de finance dans ses études de droit, je dis de finance, hein, pas de compta, hein. C'est-à-dire, est-ce que je sais calculer un besoin en fonds de roulement? Quelqu'un sait dans la salle calculer un besoin en fonds de roulement? Bon, personne. Dans mon métier, si vous n'avez pas faire ça, c'est même pas la peine de le faire. C'est essentiel. Alors, il y a plusieurs catégories de candidats aujourd'hui. Il y a ce que j'appelle les candidats 35 heures, et il y a les autres. Bon. Il y a quand même une petite évolution des candidats, il faut que vous le sachiez, où il y a beaucoup de gens qui veulent travailler moins et gagner moins. Hein. Il faut le prendre en compte. Dans le panorama aujourd'hui des jeunes avocats français, peu de gens veulent mener la vie que nous avons menée. Bon. Donc ça se conçoit, ça se comprend. Dans le restructuring, il faut oublier. Si vous voulez être à 19 heures chez vous, vous oubliez, je dirais c'est l'heure où on commence à bosser, en gros. Hein. Bon. Je ne veux pas dire qu'on fait des horaires de fou, sauf dans les grands cabinets où effectivement, attendez-vous à faire des horaires de folie. Bon. Il y a quand même, il faut le savoir, une statistique, c'est que 2/3 des entrants dans les grands cabinets qui ne franchissent pas l'année. Hein. C'est dur. Bon. Donc, dans ma partie que je connais quand même un peu mieux, le sujet est d'avoir une grosse capacité de travail. Elle n'est pas permanente, mais elle peut être grosse. Là, par exemple, c'est public, on peut en parler, on vient de déposer une offre sur le groupe Coval, les matelas Treca, Dunlopillo, tout ça. Le dossier a déposé il y a 1 mois et demi. La data room a été ouverte il y a 15 jours. Tout le monde sait ce que c'est qu'une data room, j'imagine, non? Sinon, vous m'interrompez, hein, si je parle japonais. Bon. Et on devait déposer une offre hier à 4 heures. Il y avait 22 sociétés. Des Françaises, des Allemandes, des Espagnoles, des Roumaines, des Néerlandaises. Les marques étaient là, l'informatique là, le personnel là. Bon.
Je peux vous dire que l'équipe qui a été sur ce dossier depuis 15 jours, c'est non-stop. Non-stop, non-stop. Bon. Mais bon, dans 15 jours, comme c'est un métier cyclique, on ira peut-être jouer au golf. Mais il y a des grosses, demandes ponctuelles et il faut y répondre. Donc c'est un métier cyclique comme ça. Et voilà. Donc déjà, grosse capacité de travail. Il faut... voilà. Dans notre métier de la restructuration, il y a un deuxième élément qu'il faut prendre tout de suite en cause, c'est l'absorption du stress. C'est un métier excessivement stressant. Alors vous voyez, tous les avocats de notre spécialité, ils font les vidéos et tout, je peux vous dire, c'est un métier extrêmement stressant. Vous êtes une éponge. Dans notre métier, il y a 3 segments. Il y a aider le mec qui a les difficultés, les procédures préventives, le dépôt de bilan, la liquidation, les actions en responsabilité, tout ça. Il y a l'assistante à racheter une boîte qui a déposé. Et il y a un troisième secteur, c'est l'assistance du créancier, la déclaration de créance, la revendication, enfin ce que j'appelle un peu aussi les paplards. Bon. Quand un type vient vous voir et qui vous dit qu'il ne fait pas la paye à la fin du mois, alors que c'est une boîte qui gère depuis 30 ans, pour lui c'est très très compliqué. C'est pire qu'un divorce, que tout. Bon. Donc, le bon avocat en restructuring va servir d'éponge. Il va dire au type, vous avez votre problème, je le prends. Je vais le traiter, on va le traiter, mais je vais surtout le traiter. Et donc, il faut que le type il ressorte de chez vous et puis que vous lui ayez piqué le traitement du dossier. Et quand vous faites ça, vous allez absorber tout le stress du dossier. Le stress des salariés, le stress des éventuelles grèves, comment organiser les procédures, et c'est très chaud. Un dépôt de bilan, c'est quand même aujourd'hui devenu très très chaud. Donc, vous avez beaucoup de stress, parce que le type vous appelle 200 fois par jour, il y a plein de choses à faire, et donc vous êtes dans un stress perpétuel. La reprise d'entreprise, c'est un peu la même chose, c'est un stress différent parce que vous êtes pour le gentil repreneur, et vous n'êtes pas le débiteur qui a failli, blablabla. Mais vous avez aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y a très peu de dossiers en France intéressants, quand il y a des offres de reprise, c'est extrêmement concurrentiel et c'est très violent. C'est très violent parce qu'aujourd'hui, nos métiers se sont déplacés, je vous en toucherai peut-être 2 mots si on a le temps, vers 3 heures du matin. C'est qu'aujourd'hui, dans une reprise, vous avez 2 nouveaux intervenants dans des dossiers d'une certaine taille. C'est la banque d'affaires et le communicant. Aujourd'hui, on ne fait pas de reprise de dossiers un peu significatifs sans une boîte de com et une banque d'affaires. Bon. Tous les matins à 6 heures, la première chose que vous faites, vous recevez sur votre ordinateur tous les articles de presse qui vont paraître dans la journée. Donc le premier sujet, c'est faut-il répondre à des sujets. Donc déjà vous commencez, et là encore je vous dis, vous n'avez pas fait de droit, hein. Vous faites de la lecture d'une revue de presse, c'est-à-dire vous avez fait Google, vous recevez par Google tous les articles qui sont parus en France et en Navarre sur la boîte, et vous voyez ce qui s'est dit. Là par exemple on a traité le dossier de la SNCM, je peux vous dire, il y a à peu près 10 articles par jour. Alors qu'on a traité le dossier, on va sûrement le retraiter encore une fois, mais déjà le boulot, c'est que vous avez un sujet avec à 7 heures, coup de téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le communicant, le président, les avocats, et est-ce qu'on répond, est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, vous commencez, vous avez lu soit des inepties dans la presse, soit des trucs qui sont contre vous, et donc comment on fait? Ça, ça vous met en forme le matin. Bon. Alors, et puis, c'est pas comme dans les séries françaises ou comme dans Suits. J'espère que tout le monde a vu les séries Suits. Il faut regarder ça. Hein. Il y a juste un truc qui est faux dans les séries Suits, c'est qu'ils ne traitent qu'un dossier. Ils sont là, ils passent la journée sur un dossier. Non, on a 20 dossiers en permanence. Hein. Donc, vous multipliez ce que vous voyez par 20. Okay, mais c'est ça l'ambiance. Hein. Alors, il n'y a pas les jeunes, machin, smart. Mais c'est chaud. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut être capable d'absorber du stress.
Si dès que vous avez une contrariété dans vos autres domaines de la vie, vous êtes obligé de prendre 5 Lexomil, allez faire du prud'homme. Hein? Non mais je rigole pas, il y a des trucs, on n'arrive pas à dormir. Hein. Quand le matin, vous allez vous lever pour aller faire une chambre du conseil à Pétaouchnok-les-Gonesse et que vous dites qu'est-ce que je vais leur raconter pour l'emporter ou qu'est-ce que je vais raconter au juge pour éviter la liquidation judiciaire et 2000 mecs au chaud nu qui sont dans le couloir, c'est chaud. Donc, voilà. Il faut aimer la bagarre, on se bagarre beaucoup. Enfin, dans les praticiens que je vous ai décrits, on est réunis dans une association, donc on bouffe une fois tous les mois ensemble, on se marre bien, mais on s'étripe comme vous ne pouvez pas savoir. C'est très très violent. Hein. Le rôle de l'avocat dans ces dossiers est très violent. Et vous avez du mal, si vous voulez exister dans ce métier, à ne pas... Franchement, c'est peinture de guerre, hein, parfois. On se lève, on met les peintures de guerre pour y aller. C'est physique. Quand vous affrontez un comité d'entreprise, il faut avoir préparé les questions et les réponses. Puis il faut aller, hein, il ne faut pas dire au client, il faut y aller. Moi, les meilleures infos que j'ai eues dans les dossiers de reprise, c'est 3 heures du matin, la pizzeria locale avec les membres du comité d'entreprise pour savoir ce qu'il y avait dans le dossier. Donc parfois, on se couche tard. Au niveau des personnalités, je dirais que la qualité qu'il faut aussi avoir, c'est aimer pouvoir passer très rapidement d'un sujet à l'autre. Parce qu'on a, dans nos métiers, il est rare de pouvoir passer 2 heures sur le même sujet. Parce qu'il y a l'urgence qui arrive, il y a les mails qui arrivent, alors c'est affreux, hein, vous avez les mails qui défilent, et vous êtes rarement à votre bureau, donc c'est sur votre iPhone, vous êtes en relation avec les autres membres de l'équipe, et il faut être extrêmement agile intellectuellement. Donc si vous aimez les trucs bien rangés, je vais faire ça de 2h à 4h, ça de 4h à 6h, ça de 6h à 7h, vous vous dites, la journée, ça aura été tout l'inverse. Parce qu'il y a une merde qui est tombée là, il faut la gérer, il y a l'appel de trucs, il faut prendre la voiture. Donc il faut être extrêmement agile intellectuellement pour pouvoir passer d'un sujet à l'autre. Au début, quand on commence, on est quand même beaucoup plus dans le travail de recherche et dans le travail de production. Donc moi je ne produis rien, je n'écris rien, je relis beaucoup de choses qui me sont préparées par des membres de l'équipe. Je passe ma vie au téléphone en réunion, mais je ne produis rien. Donc il y a des gens qui doivent produire. Donc l'essentiel du travail quand vous commencez, c'est de produire des requêtes, des contrats, l'ensemble des papiers, les échanges de mails, tous les documents afférents aux procédures. Donc vous produisez beaucoup de papier quand même. Donc vous restez beaucoup plus au bureau que quelqu'un d'un peu plus senior qui va aller dans les tribunaux, qui va aller dans les réunions, qui va aller voir les clients. Donc le démarrage est quand même beaucoup plus technique au niveau papier, mais évolue très rapidement. Parce que quelqu'un qui a cette capacité-là et qui a compris un peu le système, c'est un droit très simple. Hein. Le restructuring, il ne faut pas se raconter d'histoire. Pour moi, c'est un des droits les plus simples. Mais justement, parce que c'est un droit assez simple, il faut vendre autre chose. Bon. Donc il faut aussi être capable au démarrage de s'investir dans de la production. C'est un métier où, quand vous faites une offre de reprise, c'est très compliqué, il ne faut pas se bourrer. Hein. Quand on écrit une offre de reprise, c'est une offre unilatérale où il y a tellement de choses à traiter que c'est très très pointu. Il faut aussi aimer passer d'un sujet juridique à un autre. À la fois, je vous ai dit qu'on est hyper spécialisé, mais quand vous faites du restructuring, vous devez faire du social, parce que vous faites des plans de licenciement,
Vous faites de la fiscalité, parce qu'il y a des impacts fiscaux dans toutes les restructurations. Vous faites appel au droit de la concurrence, parce que souvent, il faut demander une autorisation de la concurrence quand vous rachetez dans des boîtes à partir de certains seuils. Vous faites du droit public éventuellement. Par exemple, je vous donne un exemple très, très public, la SNCM. La SNCM, on fait une offre de reprise. Donc, a priori, vous dites, ben, c'est bien, on prend un mec pour le restructuring. Okay. Sauf que dans la SNCM, on a un sujet de droit européen des aides illégales. Il faut un spécialiste européen. On a un sujet avec l'autorité de la concurrence sur les seuils. Il faut un mec de la concurrence. On a un sujet de social sur la ventilation du personnel où il faut quelqu'un de très très traps. On a un sujet de fiscal sur la cession des bateaux. On a un sujet de délégation de services publics avec la Corse, il faut un spécialiste de droit public. Donc vous voyez, vous avez 5 spécialités différentes dans le dossier et qui sont majeures parce que chaque point a son importance. Donc il y a des dossiers taille moyenne, il faut être omniscient là-dedans, donc il faut aller chercher là-dedans même si vous n'êtes pas un spécialiste. Il y a des dossiers un peu plus gros où on s'attache la compétence d'un spécialiste, parce que le client peut payer, mais le client ne peut pas toujours payer. Et donc, il faut pouvoir être capable d'absorber toutes ces notions et d'en faire la synthèse, parce que quand vous faites une offre, c'est le restructuring qui est le patron du dossier. Donc, il y a des choix à prendre. Est-ce que l'offre, elle est sous condition 2, pas sous condition 2? Est-ce que d'abord, on va voir la concurrence pour lui dire vous en passez quoi? On va à Bruxelles, on va voir les gens de Bruxelles qui nous disent mais non, il faut passer par le gouvernement. Donc, on revient de Bruxelles, on va paumer la journée, on va voir le gouvernement qui dit j'en ai rien à foutre. Bon. Mais, vous voyez, les dossiers, c'est ça ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que c'est souvent je dirais, multisecteur. Bon. Et encore une fois, parmi tous les segments que je vous ai décrits, quand vous travaillez pour une PME, il faut tout faire. Après, quand vous travaillez dans des groupes beaucoup plus importants, vous avez un spécialiste à chaque étape. C'est aussi important parce que, au niveau des gens qui veulent aller là-dedans, je suis un peu pessimiste sur les cabinets de niche en restructuring. Donc ça veut dire que je crains que les gens qui veulent s'orienter vers le restructuring vont travailler dans des cabinets de plus en plus gros. Pourquoi? Parce que en province, cette spécialiste restructuring, vous oubliez, il n'y a pas assez de dossiers. Vous voyez, par exemple, nous, on est 2 équipes de notre taille en France qui faisons du restructuring. Il y a mon équipe et puis il y a une équipe dans un gros cabinet. Nous n'avons par an que 250 dossiers cibles. C'est-à-dire que dans tout le marché français, nous n'avons que 250 dossiers à traiter. Pas 3000, pas 4000. Il n'y a que 250 dossiers qui peuvent finalement intéresser notre activité. Donc 250 dossiers, c'est rien. Aujourd'hui, les avocats ont perdu la PME. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé, je faisais des dossiers à quelques millions de chiffres d'affaires, puis à quelques dizaines. Et puis après, là, on fait à quelques centaines. Mais aujourd'hui, les cabinets comme les nôtres, on a totalement perdu les PME. Pourquoi? Parce que quand on a commencé nos prescripteurs principaux, c'était les hommes du chiffre et les avocats. Les hommes du chiffre, parce que c'est des problèmes de chiffres, les restructurations, en général, l'info, c'est la boîte qui va mal, elle en parle à son expert comptable, qui au bout de 2 heures dit « Oh là là, il faut aller voir un avocat. Okay ». Et c'était les avocats, parce que c'était un métier compliqué, en plus il y avait des histoires, des tribunaux de commerce, les syndics, les trucs, tout ça. Bon. Donc beaucoup d'avocats disaient « Ouh là là, on ne sait pas faire, on ne sait pas comment ça marche, c'est un monde de fada, allez voir un spécialiste ». Donc beaucoup d'avocats prescrivaient des spécialistes comme nous. Aujourd'hui c'est fini, c'est terminé. Moi j'ai rarement un avocat qui m'envoie un dossier. Pourquoi? Parce que le marché s'étant rétréci, tous les avocats qui ont une petite clientèle, ils gardent.
Même s'ils ne savent pas traiter, c'est pas grave, ils prennent un nono, ils font la chambre du conseil, ils font n'importe quoi et tout, mais ils gardent, ils n'en voient plus. Parce qu'ils ont beaucoup moins de contentieux, ils ont beaucoup moins de droits des affaires, donc ils gardent. Ils ne prescrivent plus les spécialistes. Et c'est très violent, hein, parce que aujourd'hui, installer un cabinet dit de niche uniquement là-dedans, pour moi, c'est devenu impossible. Parce qu'une équipe de restructuring, un local à Paris et tout, 250 gros dossiers, et les petits, ils ne sont plus chez nous, ils sont traités soit par des avocats traditionnels, soit par les experts comptables. Le marché n'est pas très grand. En plus, comme je vous l'ai décrit, comme le marché est assez transversal parce qu'il faut des compétences fiscales, sociales et tout, et que quand vous êtes dans un métier de restructuring, il est difficile d'avoir dans votre propre cabinet un spécialiste de chaque secteur que pour le restructuring. La tendance des maisons où il y a un spécialiste par secteur, ce que j'appelle les polycliniques, se développe. Alors, c'est parfois assez drôle parce que je connais des cabinets où il y a un service de restructuring, mais l'associé fiscal, quand un de ses clients a un problème de restructuring, il lui dit oh, surtout, allez pas voir mon associé, il est nul, allez voir machin qui est spécialiste. Bon. Mais la tendance aujourd'hui est quand même, je dirais, à la création d'équipes transversales, et ouvrir aujourd'hui un cabinet pur restructuring à Paris est devenu extrêmement difficile parce que même, d'abord, pour le créer, il faut déjà avoir une petite clientèle. Pour se créer une clientèle, il faut avoir été dans un de ces cabinets. Et aujourd'hui, le métier de restructuring, ce n'est pas de la clientèle, c'est de la prescription. Les dossiers ne vous viennent pas par le client, parce que le client, il ne dépose pas le bilan tous les matins. Il ne rachète pas une autre boîte tous les matins. Donc c'est un métier de prescription parce que c'est un tiers qui va vous prescrire. Donc c'est chez nous, c'est les fonds d'investissement, c'est les experts comptables, les commissaires aux comptes, les juges qui prescrivent. Donc si vous vous installez, il faut quand même que tous ces gens vous connaissent et puissent vous recommander. Donc aujourd'hui, c'est très long à monter. Alors après, vous pouvez aussi être dans les cabinets existants, participer, devenir associé, bien sûr. Mais s'installer sur du restructuring me paraît aujourd'hui extrêmement compliqué. Alors la sortie des Anglais, si vous pensez que ça va créer des problèmes, oui, moi professionnellement je vote Mélenchon. Hein. Plus c'est le bordel, plus j'ai de dossiers. Bon, voilà. Donc, non. Bon, moi il se trouve que le cabinet à qui je suis associé, c'est Allen Overy, qui est donc un cabinet anglais. On n'est pas du tout inquiet sur la sortie. Bon. Sachez qu'au niveau du juridique, s'il y a une sortie, ça va nous créer un boulot fantastique. Il va falloir détricoter tellement de trucs et retricoter tellement de trucs que c'est plutôt en termes de chiffre d'affaires intéressant. Maintenant, le Brexit, c'est surtout le monde de la finance qui va beaucoup bouger. Je ne pense pas qu'au niveau économique, sur la France, ça change grand-chose. En revanche, on ne sait pas du tout quel va être le comportement de différentes places financières. Dans nos dossiers de restructuration de dette, on a quand même beaucoup, là on en traite un, bon je ne peux pas en parler parce que tous ces dossiers sont très confidentiels, on a à peu près 200 créanciers sur les 200 créanciers qui arrivent en réunion, il y en a à peu près, 182 qui arrivent par l'Eurostar. Okay, ils ont tous le même costume, truc, machin, bon. En général, dans les wagons, ils se sont vendus de la dette entre eux, ils en ont racheté, truc, bon, voilà. C'est un monde un peu particulier. Ça ne va pas tellement changer de choses, ils auront toujours de la dette, ils auront toujours envie d'en acheter. Bon. Donc là-dessus, moi je ne suis pas très inquiet. La réglementation européenne en matière de faillite, vous avez de l'Angleterre, qu'elle soit dans le règlement européen ou pas, il y a 2 dossiers par an, on s'en fout. Donc non. Je vous dis simplement, s'il y a vraiment un Brexit, il y aura énormément de travail pour les avocats parce qu'il y aura beaucoup de sujets à détricoter.
La deuxième question, c'était... Alors, je me serais vu juge, je me serais vu procureur, je me serais vu tout. Ouais, parce que il y a un exercice assez difficile que certains magistrats nous imposent, et nous imposaient surtout il y a longtemps, c'était de rédiger la décision. Et je peux vous dire que rédiger une décision, c'est extrêmement difficile. Maintenant, ça c'est de la rédaction, juger. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, malgré la caméra, je dirais, je vais le formuler prudemment en disant, nous devons manquer de pédagogie avec certains magistrats qui ne comprennent pas ce qu'on leur raconte. Il y a quand même dans nos métiers une grosse difficulté qui est que la compétence n'est pas juridique mais économique dans notre secteur. Hein. Je m'explique. Quand vous avez un dossier de dépôt de bilan et que vous devez arbitrer en fonction des chiffres qui sont donnés et d'une audience qui dure à Paris 10 minutes, en province 1h15, vous devez arbitrer du sort d'une entreprise, c'est extrêmement compliqué. Parce que d'abord, l'information n'est pas souvent fiable. Ensuite, parce que vous êtes dicté par une loi française dont la première préoccupation est le maintien de l'emploi, et ce qui, à mon sens, devrait être la dernière en matière de restructuration, et parce que vous avez un contexte souvent local. Donc le juge, il a une pression de la loi qui est intolérable, parce que n'oublions pas que les juges consulaires, dans la plupart des tribunaux français, on est quand même devant des juges consulaires. Si on leur donnait le choix, ce n'est pas du tout les critères de la loi qu'ils appliqueraient, mais d'autres. Le premier critère, c'est le sérieux du repreneur. C'est sa capacité financière, déjà, de faire la reprise. Après, le nombre d'emplois préservés, pour moi, ça n'a aucun rapport avec la choucroute, je dirais. Redresser une entreprise, c'est pas celui qui prend le plus d'emplois qui va mieux la redresser. C'est en général l'inverse. Mais bon, c'est pas la volonté du législateur actuel. Et c'est pas prêt de changer. Donc oui, j'aimerais être dans les tribunaux de commerce, mais je ne suis pas sûr que je pourrais vraiment inverser le sens de certaines décisions, d'abord parce qu'on a des lois qu'il faut les respecter. Deuxièmement, parce que, encore faut-il avoir le pouvoir de convaincre la juridiction. Et on voit dans beaucoup de dossiers, il y a des débats entre les magistrats sur les décisions à prendre, et c'est loin d'être gagné. Le seul intérêt que j'ai, c'est que, comme j'ai un peu, je dirais, j'ai plutôt ma carrière derrière moi que de devant, je connais un peu comment tout marche. Donc, en deux mots, on ne me la fait pas. Moi, dans passer un dossier, je vois tout de suite où ça fait mal, où c'est bien, où c'est pas bien. Bon. Et pour ça, oui, je me dis, j'aimerais bien, comme aux États-Unis, que des avocats finissent juges. Ce serait super. Bon. Malheureusement, c'est bénévole. Hein. Donc, un petit sujet. Mais ce serait passionnant et je trouve que ça devrait être la suite logique de nos métiers. Bon. Je voudrais aussi être procureur de la République parce que là, nous avons un grand sujet avec le parquet, c'est que malheureusement, les magistrats qu'on nous met au parquet, dès qu'ils commencent à savoir de quoi on parle, ils sont mutés. Mais bon, quand vous allez expliquer des problèmes d'entreprise à un parquetier qui arrive des stupes, c'est compliqué. Hein. Bon. Donc oui, je pense que ça enrichirait le travail des juridictions françaises si des avocats pouvaient devenir juges. Mais on a quand même beaucoup de chance déjà en France, c'est que les magistrats sont, entre guillemets, des commerçants. Ce sont des gens... Je veux dire, quand vous plaidez devant un TGI pour une association ou TGI de Strasbourg qui statue en matière commerciale,
On ne plaide pas du tout de la même manière. Vous n'allez pas plaider à Strasbourg 5 heures en expliquant un problème d'entreprise, alors que la magistrate, elle n'a jamais foutu les pieds dans une entreprise. Hein. Bon. Quand vous êtes à Paris devant un magistrat qui est un ancien banquier, vous ne plaidez pas de la même manière que devant quelqu'un qui ne sait même pas comment marche une entreprise. Donc, on a quand même beaucoup de chance en France, on est jugé par des gens qui ont quand même une connaissance de l'entreprise. Le dernier point, le média training, dans ma jeunesse, oui. Oui, puis il faut... mais il faut aussi avoir des défauts. C'est-à-dire que quand vous vous entraînez, il ne faut pas gommer tous vos défauts, il faut en conserver. Mais nous, on le recommande d'ailleurs à nos clients, parce que souvent, le dossier se passe pour une partie importante dans la presse ou devant les comités d'entreprise, et il faut être très bon en rhétorique. On a un grand sujet, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'entraînement plus intense. La rhétorique est devenue importante. Écoutez nos hommes politiques. Passer des heures à écouter leurs discours politiques. Il y a 80% de rhétorique et il y a 20% de fond. C'est très important. La seule différence avec nos métiers, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas se cacher derrière la rhétorique, parce qu'il faut vraiment répondre. Et c'est très important de... Mais c'est très difficile, par exemple, de se voir. C'est très difficile à travailler parce que c'est une vision sur soi-même qu'on a du mal à accepter. C'est pour moi un des entraînements les plus difficiles de l'apprentissage. Non, ça non, parce qu'en général on ne peut pas filmer durant les audiences, mais quand vous vous entraînez, mais ça remonte à longtemps, vous êtes omnibulé par vos défauts. Et donc il ne faut le faire qu'avec un professionnel. Parce que le professionnel saura vous dire les défauts que vous pouvez garder, conserver, et les défauts qu'il faut absolument gommer. Du coup, on va s'arrêter là et remercier notre intervenant pour ce soir. Je vous en prie et bon courage à tous. J'espère que je vous ai donné envie de continuer, mais en ayant une petite connaissance de ce qui vous attend.